merci de votre présence. Donc pour ce débat, cette conférence, qu'on a intitulée « L'Italie va-t-elle faire exploser l'Europe ?» Et on a souhaité faire cette conférence parce qu'on parle beaucoup d'Italie ces dernières semaines, ces derniers mois en Europe, souvent de manière pas très conforme à la réalité, ou en tout cas de manière extrêmement caricaturale. Souvent, et là je parle en tant que militant de la France insoumise, en nous prêtant à nous des proximités ou des sympathies avec des organisations politiques en Italie qui sont souvent fausses. Et donc on a souhaité avoir un moment où, loin du tumulte médiatique, on puisse échanger tranquillement sur la réalité de la situation italienne, mieux en comprendre les raisons, les ressorts, mieux en comprendre aussi le contexte, parce que voilà, je crois que c'est assez source d'inspiration. Pour débattre de ça, on a invité deux intervenants et intervenantes qu'on remercie d'être parmi nous. À ma droite, Linda De Matteo, qui est anthropologue à l'EHESS, qui est l'école des hautes études en sciences sociales, et qui est notamment spécialiste de la Ligue du Nord. Et à ma gauche, Lenny Benbara, qui est directeur de publication du journal Le Vent se lève, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un journal en ligne et qui publie beaucoup de contenu extrêmement intéressant que je vous invite à consulter si vous ne l'avez pas encore fait. Je crois que vous avez une table sur le village, donc n'hésitez pas à y passer. Pour l'organisation de la conférence, on va surtout entendre Linda et Lenny. Moi, je vais surtout animer. Peut-être de temps en temps, je donnerai un élément ou deux, mais pas plus, parce que je pense que c'est surtout eux que vous avez envie d'entendre. Et pour commencer, on va essayer de revenir un petit peu sur le contexte, l'historique, de comment, en gros, en Italie, on en est arrivé là. Et c'est Lenny qui commence. Merci Manuel. Alors, merci à tous et à toutes d'être là. Je vais pas mal me pencher sur mon téléphone, je suis désolé, parce que je n'ai pas pu imprimer mes notes. Donc voilà, je suis très heureux d'être ici et de pouvoir aborder ce sujet avec vous parce que effectivement la situation italienne est souvent difficile à comprendre depuis le contexte français. Ce que je vais moi vous présenter là est issu d'un travail journalistique, mais aussi d'un intérêt personnel parce que j'y vais régulièrement. Donc on a publié un dossier si cela vous intéresse pour aller plus loin. Enfin, je le dis d'emblée, qu'on a intitulé L'Italie poudrière de l'Europe, où on a fait des entretiens et des articles sur à peu près l'ensemble des forces politiques italiennes. Donc voilà, on a eu l'occasion d'interviewer, de rencontrer des dirigeants issus de la gauche. Mais on a aussi obtenu un entretien avec un dirigeant du mouvement 5 étoiles, ce qui est pas mal pour comprendre un petit peu l'identité de ce mouvement. Et j'en parlerai plus tard, mais voilà, je vous invite, si le sujet vous intéresse, à consulter ce dossier. Alors moi, je vais me permettre de faire un petit retour en arrière, mais pas tellement politique, surtout économique, parce qu'on a beaucoup parlé de la Grèce ces dernières années, y compris dans les milieux militants. C'était un sujet très important, et à juste titre, étant donné la récession qu'a subi la Grèce, les plans d'austérité qui ont été mis en œuvre là-bas, la situation politique aussi grecque, mais on a souvent oublié certains autres pays, dont l'Italie, qui vraiment vit une situation économique dramatique. Donc je vais vous donner quelques éléments qui permettent un petit peu d'appréhender le contexte et de voir de quoi on parle en réalité, de quelle société on parle. Donc en fait, l'Italie, des années 80, au début des années 90, l'économie italienne était assez florissante. Et on parlait même de miracle italien. C'était, à un moment donné, l'Italie rattrapait la France en termes de productivité, en termes de production, etc. Mais on a pu observer un décrochage énorme à la fin des années 90, qui s'est poursuivi tout au long des années 2000 jusqu'à maintenant. Et c'est pas juste un décrochage, c'est vraiment un déclin. Et je vais vous donner quelques éléments qui vont me permettre de comprendre pourquoi. Depuis 1999, sur 20 ans, si on prend la croissance sur 20 ans jusqu'à aujourd'hui, le PIB italien n'a augmenté que de 5%, 5 à 7% en réel. C'est-à-dire que la France, c'est environ 40%, 40 à 50%, ce qui est beaucoup plus. Vous voyez la différence en termes relatifs, c'est-à-dire que les écarts se sont accrus, et encore plus avec l'Allemagne. Donc ça, c'est un premier point. Bon, voilà, on peut se dire, bon, le PIB continue à augmenter, c'est peut-être pas dramatique, mais si on prend d'autres indicateurs comme le PIB par habitant, donc
la richesse par habitant d'un pays, le PIB italien par habitant a reculé. C'est-à-dire que depuis 1999, la richesse par habitant diminue en Italie. Ce qui est vu nulle part en Europe, y compris en Grèce. Donc même en Grèce, on est sur cette période, on n'est pas dans le négatif, quoi. C'est-à-dire que on se retrouve face à un pays qui voit sa population s'appauvrir et en plus les inégalités s'accroître. Donc là, je vous donne une moyenne, mais il faut aussi comprendre que quand les riches s'enrichissent, les pauvres s'appauvrissent, ce qui vous donne une moyenne négative, mais voilà, c'est juste pour vous dire à quel point ça pèse sur le bas de la structure sociale italienne. L'Italie est un pays qui est fracturé sur le plan économique. Il y a le nord qui est florissant, la Lombardie qui a longtemps eu, qui a toujours des industries de pointe très bonnes, qui sont de très bonnes industries exportatrices, qui génèrent beaucoup de valeur ajoutée, et une économie au sud qui est beaucoup plus en retard. Et donc quand je vous dis que l'économie italienne stagne, ça veut dire que le nord continue à progresser un petit peu, mais que le sud décroche vraiment. Donc c'est un pays au sein duquel les polarisations, enfin les écarts économiques, les inégalités, l'appauvrissement des plus pauvres fonctionnent à plein régime. Après, il y a un autre point qui est assez important pour comprendre quelle a été la situation économique italienne des 20 dernières années. Parce que là, je vous fais le panorama global, mais faut prendre en compte qu'il y a un élément structurant en Italie qui rapproche la situation italienne de la situation grecque, qui est la dette italienne. Aujourd'hui, la dette italienne atteint à peu près 130% du PIB. Mais depuis 20 ans, elle n'a fait que cesser d'augmenter malgré des politiques d'austérité continuelles en réalité. C'est-à-dire que depuis environ la fin des années 90 et l'entrée dans l'euro et donc les ajustements macroéconomiques qui ont été nécessaires pour adapter le pays à la zone euro, on a mis en œuvre des politiques de stabilisation budgétaire, à la fois pour entrer dans les critères de Maastricht et pour que l'Italie ne diverge pas trop sur le plan budgétaire des autres économies de la zone euro. Bon, concrètement, comment ça se traduit ? L'État italien, c'est un des seuls États en Europe à faire ça, avec la Grèce désormais, génère des excédents budgétaires primaires. Ça veut dire que l'État italien, avant le paiement de la charge des intérêts, dépense moins que ce qu'il gagne. Donc, pour vous donner un ordre de grandeur, ça a été entre 2 et 6% du PIB d'excédent budgétaire primaire, ce qui est énorme. C'est-à-dire que progressivement, une ponction sur l'économie s'est faite pour affronter la situation budgétaire italienne et le stock existant de dettes et les conditions de financement telles qu'on a pu les connaître les 20 dernières années. Donc ça, c'est un point important. La dette italienne pèse fortement sur l'économie italienne et on a une situation qui est devenue structurelle et qui joue dans le débat actuel, vous le verrez plus tard, parce que dans le programme économique du mouvement 5 étoiles et de la Ligue, il y a la remise en cause des règles budgétaires européennes. Et donc ça, c'est une question vraiment fondamentale. Alors, ensuite, au début de l'entrée dans la zone euro, l'Italie a connu une trajectoire de décrochage, mais celle-ci s'est accentuée avec la crise de 2008-2009. Et il faut voir qu'aujourd'hui, le PIB italien est toujours inférieur à celui qu'il était en 2009. Donc là, on a vraiment un pays qui n'a pas récupéré la crise, qui est l'homme malade de l'Europe réellement, autant, voire plus que la Grèce. Donc voilà, c'est juste pour faire ce petit point sur le caractère aigu de la crise économique italienne. Et à côté de ça, on a une conjonction de facteurs. Le chômage des jeunes, qui est très fort, avec des millions de jeunes italiens qui sont partis pour aller chercher du travail ailleurs, en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, beaucoup. Donc, pour vous donner des éléments de comparaison, beaucoup de jeunes portugais sont partis. On a aussi beaucoup parlé des jeunes grecs et des jeunes espagnols. Les jeunes italiens sont encore plus nombreux à partir. Et c'est le seul pays où il n'y a pas de phénomène de retour. C'est-à-dire qu'au Portugal, avec la reprise récente, et en Espagne aussi, on a assisté à un phénomène de retour. En Italie, les flux continuent de s'accroître. De plus en plus de jeunes partent du pays. Le chômage des jeunes atteint environ 40% des jeunes, environ. Voilà, c'est ce qui est considérable. En France, on est autour de 23 à 24% pour information. Et il y a un autre élément structurant qui fait de l'Italie un maillon faible sur le plan économique, c'est le fait que les banques italiennes en fait, l'Italie n'a pas des grosses banques comme en France. Ils ont une structure bancaire où ils ont des banques régionales qui sont très liées au tissu économique local. Et donc ces banques-là
dépendent aussi de la situation économique locale, beaucoup plus que les banques françaises qui sont très intégrées à la finance mondiale, si vous voulez. Il n'y a qu'une seule grande banque de taille mondiale en Italie, c'est Unicredit. En France, on a la BNP, on a le Crédit Agricole, on a la Société Générale. Ce n'est pas le cas là-bas. Et ces banques-là, qui financent le tissu économique local, ont vu s'accroître dans leur bilan, donc dans ce qu'elles possèdent, des titres qui sont pourris. C'est-à-dire que c'est des titres de dette qu'elles détiennent. En gros, quand elles ont fait des crédits aux entreprises locales, celles-ci ayant fait faillite ou ayant vu leur situation se dégrader, ces crédits ne valent plus rien. Et les banques italiennes détiennent environ 360 milliards en actifs de titres pourris. Et depuis 2011, cette situation s'empire et elle n'a pas été résolue. C'est-à-dire qu'il y a un appareil aussi financier qui est devenu quasiment incapable de financer l'économie italienne. Donc il y a un problème au niveau de l'État, au niveau de la politique d'austérité qui est mise en œuvre. Il y a un problème au niveau financier, c'est-à-dire qu'effectivement le fonctionnement de l'économie ne fonctionne plus. Et il y a un problème en termes de chômage, notamment des jeunes, parce qu'on a supprimé les dispositifs de départ anticipé à la retraite qui permettaient aux jeunes aussi d'entrer dans le marché du travail, etc. etc. Je vais vous donner aussi un autre élément pour comprendre un petit peu, parce que là je parle de politique d'austérité, mais pour voir un petit peu dans quelle mesure on peut parler d'austérité. Les dépenses d'éducation, depuis 1999, ont baissé de 20% en Italie. Je ne vois pas comment on peut avoir une économie productive dans ces conditions-là. Les dépenses de santé ont diminué d'environ 10% depuis 2012, depuis 2011-2012. Les dépenses dans les services publics ont diminué depuis 1999 d'environ 20 à 30%. L'investissement en Italie est inférieur à ce qu'il était en 1990. Bon voilà, je pense que je vous ai donné assez d'éléments. Après, il y a un autre élément structurant dont on va parler dans ce débat, qui est la crise migratoire et démographique de l'Italie. Depuis 20 ans, il y a environ 1,4 enfants par femme. C'est-à-dire qu'on a une structure démographique qui fait que l'Italie vieillit. C'est désormais le deuxième pays le plus vieux au monde. Et comme je vous l'ai dit auparavant, les jeunes s'en vont, en plus. Donc on assiste, c'est vraiment un phénomène accéléré, c'est-à-dire que la population italienne va décroître dans les décennies qui viennent. Donc on se retrouve avec un pays qui vieillit et où en plus on a complètement obéré les capacités de l'État à gérer, investir dans les infrastructures. On l'a vu avec le pont de Gênes qui s'est écroulé récemment, à investir dans les services publics, etc. Et à ça se greffe la crise migratoire qui s'est enclenchée ces dernières années avec des entrées de l'ordre de 500 à 600 000 migrants par an. Et sur cette question-là, il ne faut pas oublier que l'Italie a longtemps été un pays de transit, où les migrants ne faisaient que transiter pour aller dans les autres pays, donc la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, etc. Et désormais, c'est à la fois un pays de transit et d'installation. Donc des transformations profondes, à la fois économiques, démographiques et migratoires, ont eu lieu. Cette conjonction de facteurs joue énormément sur le contexte politique actuel. Et notamment parce que les partis traditionnels ont été perçus comme incapables de régler cette situation-là. Petit à petit, moi, c'est ce que je vois, enfin voilà, là c'est beaucoup plus personnel, mais c'est ce que je vois depuis que je vais en Italie. J'y vais quasiment tous les ans depuis que je suis petit. Et ce que j'observe, c'est la montée d'un sentiment de déclin. L'idée que l'Italie est un pays qui est en train de s'écrouler, qui va disparaître, c'est quelque chose d'omniprésent. Récemment, j'ai vu passer un sondage qui indiquait la demande d'intervention de l'État dans l'économie et la demande de protection des Italiens. En 2011, il y avait 40% des Italiens qui jugeaient qu'il y avait trop d'État et 42% pas assez d'État. Aujourd'hui, on est à 78% des Italiens qui demandent plus d'intervention de l'État dans l'économie. Parce qu'il y a un sentiment d'absence de protection, de faiblesse et de déclin généralisé. Et ces évolutions dans l'atmosphère italienne, on va le voir tout à l'heure avec l'étude du mouvement 5 étoiles et de la Lega, ont constitué un terreau extrêmement fertile pour amorcer un moment populiste en Italie et un moment destituant. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que je vais laisser la parole à Linda qui va parler justement de l'évolution du système politique italien depuis le début des années 90 et de l'émergence de la Lega. Mais voilà, je voulais vous donner ces petits éléments de contexte avant d'aller plus dans l'analyse politique concrète. Merci. Bonjour, merci à vous pour cette invitation.
Donc moi, je vais reprendre le discours en vous parlant plutôt de l'évolution du système politique en parallèle avec cette crise économique. Et le système politique participe aussi de cette crise, bien évidemment, comme vous pouvez l'imaginer. Donc, ce qu'on peut commencer par dire, c'est qu'au cours de toutes ces années, les politiciens italiens se sont révélés incapables de réformer le système, de réduire notamment ses coûts de fonctionnement, ceux du Parlement, qui sont beaucoup plus élevés qu'en France, et également ceux de l'administration. Donc, avec le référendum de 2016, en fait, Matteo Renzi a manqué l'occasion de faire une bonne réforme de la Constitution. Il a voulu, d'une certaine manière, donner des gages à ses adversaires, donc aller dans le sens de la Ligue et du mouvement 5 étoiles. Mais en fait, les membres de son propre parti n'ont pas cautionné son projet. Et donc, il s'est heurté en fait, à un non, sa réforme n'est pas passée. En fait, il voulait couper, il voulait en fait, réduire les coûts de fonctionnement de ce système. Donc ça, c'était une très bonne chose. Mais en même temps, il voulait renforcer l'exécutif afin de rendre le système politique italien plus efficace. Mais cela a rencontré beaucoup d'opposition à gauche, puisque la Constitution qui est en place en Italie depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, en fait, est un système parlementaire auquel les Italiens sont très attachés, puisque c'est un système constitutionnel qui a été choisi par les pères fondateurs de cette République, qui étaient souvent des anciens partisans, qui s'étaient battus contre les fascistes et qui ont cherché par tous les moyens à forger un système qui empêche la constitution d'un nouveau pouvoir autoritaire. Et on a vu que ça fonctionnait, puisque au moment où la Ligue du Nord est arrivée en tête de la coalition de droite, Silvio Berlusconi et Luigi Di Maio ont réussi à le bloquer. Donc dans un autre système, ça aurait été peut-être beaucoup plus difficile dans le cadre de coalitions de cette sorte. Donc l'échec du référendum en 2016 a pu être comparé en Italie pour ses effets au Brexit en Grande-Bretagne. Donc les conséquences de cet échec de 2016 sont lourdes pour le pays et également pour nous tous Européens. Donc moi j'aimerais revenir tout d'abord sur l'histoire de la Ligue. Je voudrais rappeler que l'Italie compte aujourd'hui 3 populismes de droite qui sont différents et que la Ligue est le plus ancien des 3. Et c'est très important de revenir sur son émergence pour comprendre où on en est aujourd'hui. Et je vais rappeler ces différentes phases d'évolution. Donc il faut tout d'abord ne pas perdre de vue que c'est la Ligue du Nord qui a précipité la fin de la Première République à la fin des années 80, début des années 90. Le mur de Berlin tombe et en fait le système politique qui était en place en Italie jusqu'à ce moment-là s'effondre. Donc vous avez sans doute ça en tête. En fait, il y avait une grande opposition qui structurait la vie politique italienne jusqu'au début des années 92. D'un côté, on avait le PCI, qui était le parti communiste le plus important d'Europe, et de l'autre, la démocratie chrétienne, qui est au pouvoir. C'est en fait une démocratie bloquée, puisqu'on a toujours empêché le PCI d'accéder au pouvoir, en fait. Pour des raisons, enfin dans le cadre de la guerre froide, pour toute une série de raisons politiques sur lesquelles je ne reviendrai pas. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les forces de la Première République, ensuite, vont être acculées par l'émergence de ces partis populistes. D'abord la Ligue du Nord, et ensuite le parti Forza Italia de Silvio Berlusconi. Et donc ce qui va se passer, c'est que les forces politiques de la Première République vont confluer dans ce qui est aujourd'hui le Parti démocratique. Et en fait, le Parti démocratique, c'est une force politique qui est assez composite, dans laquelle on retrouve des catholiques de gauche, et des anciens communistes qui ne sont pas nécessairement d'accord sur toutes les positions. Ce qui fait que la vie partisane de cette formation de gauche en Italie a toujours été très compliquée. Donc la Ligue, c'est un parti qui est assez particulier. Au départ, ce n'est pas du tout un parti qui revendique l'héritage fasciste, comme pourrait tenter de le penser vu de loin. Donc, la Ligue est issue des premières forces autonomistes qui se constituent dans les années 80 au nord. En fait, au départ, elles revendiquent plus d'autonomie régionale à l'égard de l'État, qu'elles assimilent à une pieuvre. Et donc, tout de suite, vous avez en tête l'image de la mafia, et en effet, c'est bien ça. Hein. Les premières revendications de la Ligue ont trait à cette question du transfert des personnes qui sont condamnées pour association mafieuse au nord. Donc la Ligue commence par s'affirmer contre ces transferts.
En fait, elles vont exploiter un sentiment antiméridional qui est très enraciné dans les provinces périphériques du Nord. Et au début des années 90, le leader, Umberto Bossi, qui est au départ le leader de la Ligue lombarde, donc c'est le leader pour une seule région, parvient à unir toutes les formations autonomistes du Nord pour développer un projet fédéraliste. Dans ces années-là, l'Italie traverse une crise politique profonde, puisque le système des partis est en train de s'effondrer, il y a des scandales de corruption, les gens sont dégoûtés. Donc il y a un sentiment contre la politique qui commence à se développer dans ces années-là, et on n'est toujours pas sorti, en fait. Donc les grands partis sont délégitimés, et les équilibres sont remis en cause. Donc dans ce cadre, Bossi parvient à s'imposer dans une période de bouleversement en rompant complètement les schémas habituels de la politique italienne. Donc c'est une rupture dans le langage, parce qu'il a une manière de parler qui est simple, très contestataire, parfois très violente. Ça fait écho aussi à l'impatience des Italiens face au scandale de corruption. Et sa proposition est totalement nouvelle, puisqu'à travers le fédéralisme, il espère solutionner tous les problèmes du pays. Donc qu'est-ce qu'il souhaite faire exactement ? Il souhaite maintenir les recettes fiscales du Nord dans les régions riches, donc au Nord, afin d'éviter qu'elles ne soient détournées par des groupes politico-mafieux au Sud. Donc vous voyez bien, c'est une manière aussi d'accroître les disparités régionales dans le pays. Et comme ça, mais en même temps, son projet, il est soutenu électoralement par surtout 2 régions, enfin même les 3 régions du Nord, surtout la Vénétie, la Lombardie, et bientôt aussi le Piémont, qui veulent maintenir les recettes fiscales chez eux et qui refusent de partager avec les gens du Sud. En fait, Umberto Bossi, ça c'est intéressant, il va à l'encontre complètement de la thèse de Gramsci sur les risorgimento, parce qu'il affirme finalement que c'est le Sud qui a colonisé le Nord. Donc il renverse aussi complètement l'histoire italienne. On parle alors de la question septentrionale et non plus de la question méridionale dans ces années-là en Italie. Donc quand la démocratie chrétienne s'effondre complètement en 92, la Ligue va s'affirmer à l'échelle nationale. Elle va devenir le premier parti au Nord. Et à ce moment-là, le leader de la Ligue parle de créer une République du Nord. Mais en même temps, ces propositions politiques déplaisent à la bourgeoisie milanaise, le personnage aussi, parce que le personnage c'est quelqu'un qui est issu d'un milieu plutôt populaire, qui a un langage qui rompt complètement avec les canons de la politique classique, donc c'est pas un personnage facile. Donc la bourgeoisie milanaise, dans un premier temps, va préférer soutenir Silvio Berlusconi. Et Silvio Berlusconi va reprendre beaucoup des thématiques de la Ligue. Il va non seulement reprendre un certain nombre de thématiques, comme la question fiscale est complètement centrale pour eux depuis le départ. On la retrouve aujourd'hui encore avec la question de la flat tax. Et en fait, il va intégrer très vite aussi des gens de la Ligue dans ses gouvernements. Bon, Berlusconi va aussi permettre d'étendre le consensus au-delà du Nord, puisqu'il était très difficile avec un discours aussi nordiste que la Ligue puisse prétendre recueillir les suffrages des régions du Sud. Et ils vont accentuer les divisions au sein du pays. Donc ça va avoir un effet aussi, des effets culturels, des effets politiques qui sont pas anodins. Donc Berlusconi va former un premier gouvernement en 1994, qui va durer quelques mois en fait. J'ai bien compté 7 mois, je ne crois pas plus. Cette coalition qui sera baptisée le pôle des libertés et du bon gouvernement. Donc il va gouverner avec la Ligue et avec Alliance nationale, qui est en fait un parti dit post-fasciste qui regroupe les anciens fascistes italiens. C'est la première fois, en fait, c'est une rupture, c'est la première fois que de nouveau des fascistes sont amenés à rentrer dans un gouvernement en Italie. Donc c'est un choc quand même pour les Européens à l'époque déjà. Roberto Maroni devient ministre de l'Intérieur. Roberto Maroni, c'est le bras droit d'Umberto Bossi. Et donc, comme je vous le dis, cette législature sera très brève, puisque très vite, Umberto Bossi va lâcher Berlusconi. Et donc, le nouveau président du Conseil sera obligé de démissionner. À ce moment-là, Bossi tente de se rapprocher plutôt du centre-gauche. En fait, la Ligue cherche à obtenir des gages. Ils veulent voir acter leur politique fédéraliste, c'est ce qui les intéresse à l'époque. Donc ils sont prêts à faire des alliances assez diverses. Donc ça, c'est le premier gouvernement de Berlusconi.
La Ligue va revenir au pouvoir ensuite, en 2001, toujours avec Berlusconi, après une phase où elle va beaucoup effrayer les Européens, puisque, en fait, entre 1995 et 2001, c'est la phase où la Ligue va développer toute sa rhétorique sécessionniste. Elle va développer toute une mythologie nordiste pour essayer d'accréditer l'idée qu'il y a un substrat ethnique différent au nord. Donc il y a toute une série de symboles, ils vont faire référence aux Celtes, etc. Et moi, je vais rentrer en scène à ce moment-là, puisqu'en tant qu'anthropologue, je vais commencer à m'intéresser à la construction nationale padane. Mais ça, c'est quelque chose qui, depuis, a été un peu mis de côté, même si pour certains militants, ça doit rester encore assez important. Donc c'est une période où la Ligue effraie beaucoup les Européens, à tel point qu'à un moment donné, je crois, donc en 1999, ils vont aller jusqu'à soutenir Milosevic. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc la Ligue revient au pouvoir avec Silvio Berlusconi le 13 mai 2001. Donc elle fait partie de la nouvelle coalition qui s'appelle cette fois-ci la Maison des Libertés, qui sera la plus longue législature de l'histoire italienne, presque 5 ans. Ce sera la plus longue, mais aussi la moins productive. Donc c'est à ce moment-là que va s'affirmer vraiment le pouvoir de Silvio Berlusconi, qui a obtenu au cours de ces élections presque 30% des voix, contre 3,9% à la Ligue. Et ça, c'est important. Moi, j'étais très surprise à ce moment-là. Je ne pensais pas qu'avec un tel pourcentage, la Ligue allait obtenir autant de ministères importants dans le nouveau gouvernement de Berlusconi. Donc, Bossi est nommé aux réformes institutionnelles. Roberto Maroni est nommé aux affaires sociales et au travail. Et Giulio Tremonti, un expert comptable en fait proche de la Ligue, un expert comptable qui est originaire de Sondrio, est nommé au ministère de l'économie. Donc c'est toute la période dont vous vous souvenez sans doute où Berlusconi avait non seulement le contrôle de ses télévisions privées, mais il va prendre le contrôle des médias publics, des grands journaux. Il va exiler certains journalistes, des satiristes. Donc les satiristes, les journalistes, c'est Michele Santoro qui est de nouveau menacé aujourd'hui par la Ligue. Lili Gruber, Sabina Guzzanti. Donc voilà, c'est une période qui était assez particulière pour les Italiens. En mai 2008, la gauche va revenir au pouvoir, mais difficilement. Ils vont avoir une très très courte majorité. Donc on va avoir une parenthèse de 3 ans. Et là, on se rend compte peu à peu de l'ampleur du désastre économique. Berlusconi va revenir au pouvoir en 2008. Et là, ça va être toutes les affaires, tous les scandales sexuels. La Ligue est toujours au pouvoir avec lui. On retrouve bien évidemment des personnalités importantes, toujours Maroni à l'intérieur, Roberto Calderoli à la simplification institutionnelle. C'est à ce moment-là qu'il mettra en scène quelque chose d'absolument effarant, où on le verra brûler des dossiers entiers. Pour lui, c'était une manière de symboliser la destruction des lois inutiles. Umberto Bossi sera de nouveau réforme institutionnelle et Giulio Tremonti à l'économie. Bon, les résultats économiques vont être si désastreux qu'au bout de 3 ans, en fait, Silvio Berlusconi va être contraint de démissionner. Bon, les scandales sexuels ne sont pas non plus anodins dans toute cette affaire, puisque les Italiens, peu à peu, vont se rendre compte que l'image de leur pays à l'étranger est en train de se détériorer considérablement. Et à l'issue de cette période, donc en 2011, les Italiens ont eu un petit aperçu de ce que pouvait être la brutalité des méthodes de la Troïka, comme la Grèce, lorsque Mario Monti a été nommé chef du gouvernement. C'est à ce moment-là qu'on va mettre en place des mesures d'austérité pour essayer de stabiliser à nouveau la situation économique, puisque la dette italienne commence à faire très très peur aux Européens. Donc on met en place des mesures de restriction budgétaire, notamment l'allongement de la durée du temps de travail jusqu'à 67 ans, la loi Fornero, qui est l'une des lois que veut absolument aujourd'hui supprimer Matteo Salvini. Donc en fait, Matteo Salvini et Luigi Di Maio aujourd'hui veulent revenir sur ce qui a été fait à ce moment-là. Mais pourtant, ce qui a été fait par le gouvernement Monti, qui a été très brutal, en fait, très mal vécu par les Italiens, comme vous pouvez l'imaginer, ça permet aussi de restabiliser la situation financière du pays et redonner confiance aussi aux partenaires européens.
Donc, de nouveau, il y a des menaces qui pèsent sur la stabilité économique italienne. Donc, les réactions des marchés financiers peuvent être aussi très négatives et les Italiens courent le risque de voir leur dette s'apprécier. Par exemple, le spread est passé de 100 à 160 le week-end qui a suivi l'annonce de la formation du gouvernement Lega Cinque Stelle. Donc, beaucoup d'Italiens vivent aussi dans la terreur de voir le spread augmenter. Donc, qu'est-ce que le spread ? Le spread, c'est l'écart entre le rendement des titres d'État italiens et ceux de l'Allemagne. C'est-à-dire que plus le spread augmente, plus il devient dangereux de prêter de l'argent à l'Italie par rapport à l'Allemagne, qui est le point de référence. Cela a des effets concrets sur la dette publique. L'augmentation des taux d'intérêt fait que l'État est contraint de dépenser plus pour financer sa propre dette et rembourser les intérêts à tous ceux qui ont acquis des BTP italiens, initiant ainsi une spirale négative de laquelle il est très difficile de sortir. Donc le spread a des effets rapides, concrets et immédiats sur l'économie italienne, sur les comptes des entreprises, mais aussi sur les portefeuilles des citoyens. Donc, comme je vous le disais, depuis 2011, les Italiens vivent sous la menace du spread. Et la confiance des marchés financiers est devenue cruciale pour eux. Donc, durant toute cette période, forcément, comme vous l'imaginez, pendant tous ces divers gouvernements Berlusconi, le mécontentement est monté à gauche. Il n'a cessé de grandir. Donc, ça a frappé la figure de Berlusconi, en fait, qui a focalisé pendant toutes ces années l'hostilité. Mais on le voit moins, mais ça a aussi atteint le Parti démocratique. Parce que son électorat de référence, en fait, lui reproche, encore aujourd'hui, de ne pas avoir su s'opposer adéquatement au système que Silvio Berlusconi mettait alors en place. Et ce qu'a fait Silvio Berlusconi, en fait, il a montré que durant toutes ces années, le populisme de droite était parfaitement fonctionnel avec l'ultralibéralisme. Et il apparaît assez évident aujourd'hui qu'il a inspiré Donald Trump, même s'il s'en défend et dit qu'il est beaucoup plus modéré que l'actuel président américain. Donc, ce qu'on a pu observer, c'est en fait, durant toutes ces années, une dérive à droite de la vie politique italienne. Comme je vous le disais, au départ, la Ligue du Nord se revendiquait pas du tout fasciste. Elle se disait autonomiste et anticentraliste. Mais elle va gouverner avec des postes fascistes et permettre à un certain nombre de personnes issues de cette culture politique de rentrer dans les institutions sous sa bannière. Et les forces populistes, alors en place, aussi bien la Ligue que Forza Italia, vont dédouaner le fascisme en Italie. Elles vont chercher à dépasser les tabous de cette période de l'histoire en réintroduisant des symboles et des discours sous des formes parodiques, en forme de clin d'œil envers cet électorat qui existe. Il y a toujours 10% de l'électorat italien qui est nostalgique, en fait. Et c'est une manière de s'adresser à eux sans non plus froisser trop les gens qui se reconnaissent au contraire dans une culture antifasciste. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sous Berlusconi, de nombreuses publications révisionnistes vont circuler, vont être publiées en Italie, et notamment pour décrédibiliser les partisans italiens. En fait, le fascisme et le communisme sont mis dos à dos, et on préfère parler dans ces années-là de la fin des idéologies. Et les alliances successives en fait, entre Forza Italia de Berlusconi et la Ligue du Nord ne sont pas aussi évidentes qu'on serait tenté de le penser. Donc moi, j'ai fréquenté les militants de la Ligue et les alliances successives ont souvent été mal vécues par la base du parti. La Ligue a émergé, comme je vous l'ai dit, comme un mouvement vraiment contre la mafia, anti-mafia. Le Sud entier était assimilé à une organisation criminelle. Donc bien sûr, c'est un discours anti-méridional qui est intolérable. Mais très vite, les liens de Silvio Berlusconi avec la mafia vont apparaître assez clairement. Et ça va poser beaucoup de problèmes aux électeurs de la Ligue et aux militants de base. Donc, lorsque Bossi rompt son alliance avec Berlusconi en 1994, il part alors du mafieux Berlusconi. Donc ça va quand même très très loin. Donc, lorsqu'en 1999, il se rapproche de nouveau de lui, c'est comme s'il demandait en fait aux siens de faire un sacrifice, c'est-à-dire qu'on s'allie de nouveau avec Silvio Berlusconi pour pouvoir obtenir les réformes fédéralistes que l'on souhaite voir advenir en Italie. Donc il faut faire des sacrifices pour pouvoir obtenir ce qu'on veut. Bon, en attendant, ils vont obtenir quand même des postes, des portefeuilles de ministres assez importants. Donc ils y ont gagné. Et la Ligue a quand même réussi à régionaliser un certain nombre de compétences en Italie, notamment la santé et la sécurité.
Mais en même temps, ce processus de régionalisation est problématique, parce que les spécialistes ont expliqué que ça va aussi démultiplier les sources de corruption dans un système qui est déjà très corrompu. Bon, il faut savoir aussi que la Ligue et Forza Italia ont porté au pouvoir des gens complètement inexpérimentés. Et jusque-là, on n'est pas vraiment parvenu à réduire les coûts de fonctionnement du système politique, ce qui était quand même l'objectif au départ, au début des années 90. Donc, mais si nous comparons en fait la percée de la Ligue du Nord dans le système politique dans ces années-là avec celle du mouvement 5 étoiles en 2013, c'est sans commune mesure. La Ligue et le mouvement 5 étoiles sont deux forces contestatrices qui veulent abattre un système en bout de course. C'est du moins ce qu'ils affirment. En réalité, très vite, les politistes vont définir ces mouvements comme des entrepreneurs en politique. La Ligue, c'est une sorte de clan très fermé qui a investi les institutions. Et très vite, on s'est aperçu qu'il l'avait fait aussi par intérêt financier, comme les magistrats vont le prouver ultérieurement. En fait, peu à peu, il y a des affaires qui vont sortir, et c'est donc au même moment, en 2011, que mon ouvrage va sortir en Italie. Donc, je vais m'arrêter là, je vais te laisser continuer sur le mouvement 5 étoiles. Oui. Moi, je vais reprendre sur l'histoire du mouvement 5 étoiles. Pardon. Parce que la question de la corruption est assez centrale, donc c'est bien de pouvoir faire un petit peu... ça fait le lien, en fait, entre les deux. Alors, le mouvement 5 étoiles, pour bien comprendre comment il a émergé, il faut repartir un petit peu de l'histoire de Beppe Grillo, qui était un humoriste, disons, aussi connu et aussi populaire que l'a été Coluche en France. C'est vraiment... Grillo était au départ un humoriste très, très apprécié des Italiens, même si, voilà, après, quand il s'est engagé en politique, il est devenu plus clivant. Mais Beppe Grillo s'est confronté à une situation en 1987, qui est l'année où il a fait un sketch à la télévision publique sur Bettino Craxi et le Parti socialiste italien. Et en fait, il s'est fait expulser de la télévision publique italienne, et il n'est pas revenu à la télé avant 2014. Si je ne me trompe pas, hein, je ne dis pas de bêtises. Il n'est pas revenu à la télé avant 2014 et il a été expulsé de la télévision publique puisqu'il avait fait un sketch sur la corruption. Et en fait, cette question de la corruption est assez centrale. Elle l'était déjà pour la Ligue en 92, au moment où il y a eu le scandale du Tangentopoli et de l'opération Manipulite. Mais elle l'est toujours aujourd'hui, et elle a été dans l'histoire de l'émergence du mouvement 5 étoiles et dans ce qui a permis de propulser justement cette force populiste. Alors, Grillo il ouvre un blog avec un de ses amis qui est un idéologue qui s'appelle Gian Roberto Casaleggio. Et ce blog va connaître un succès assez impressionnant parce que Casaleggio, lui, dirigeait une entreprise de web marketing. Et du coup, en fait, il a mis à disposition tous ces dispositifs de communication sur Internet. Et il a permis à Grillo, en fait, de produire des contenus efficaces, adéquats, et de créer une sorte de base de followers assez impressionnante, qui ont permis à ce blog-là de ne pas être juste un blog. En fait, en Italie, quand vous parlez du blog de Beppe Grillo ou du blog du mouvement 5 étoiles, parce que maintenant c'est un peu différent, mais on dit le blog, c'est quasiment une sorte de média. À l'apogée du blog, je crois, il me semble qu'en termes de visiteurs uniques, c'était à peu près 3 fois par mois, hein, les plus gros médias nationaux. Donc ça a vraiment été quelque chose d'impressionnant qui s'est lancé au début des années 2000. Je n'ai plus la date exacte du lancement du blog de Beppe Grillo, mais il a réussi. Voilà, cette dimension-là est assez importante parce que le mouvement 5 étoiles a construit une stratégie digitale liée aux réseaux sociaux et à Internet qui est encore centrale aujourd'hui. En 2005, Grillo il a proposé à ses followers de se coordonner par le biais d'un outil virtuel qui s'appelle Meetup, dans l'intention de transformer en gros ce qui était un espace de discussion en une espèce de mouvement pour le changement, qui était au départ assez informel, assez très poreux. Donc c'est assez intéressant parce qu'on a pu voir que Podemos avait lancé une plateforme beaucoup plus tard, ou même la France Insoumise a lancé une plateforme. Mais là, on voit encore que l'Italie a été une sorte de laboratoire de la digitalisation de la politique.
À cette époque, le mouvement 5, enfin, c'était pas encore le mouvement 5 étoiles, mais les campagnes les plus connues de Grillo étaient centrées sur le retrait des forces en Irak. Il cherchait à rassembler en gros, il cherchait à rassembler des signatures à la fois pour le retrait des forces italiennes en Irak et pour la démission d'une vingtaine de députés qui avaient été condamnés pour corruption. Entre 2007 et 2008, à partir de son blog, il a organisé 2 grandes manifestations de masse qui ont joué un rôle important, intitulées les Vaffanculo Days. Voilà, c'est l'Italie. Donc, que se vayan todos en beaucoup plus vulgaire. Et la première de ces journées avait pour but précisément de mettre la pression sur les députés pour qu'ils démissionnent et pour encourager la limitation des mandats. Donc voilà, et la deuxième journée s'opposait au financement public des moyens de communication, enfin en gros des médias, et en gros qui était considéré comme étant lié de connivence avec les élites à la fois politiques, économiques et financières. Au départ, en fait, le mouvement 5 étoiles était une sorte d'agglomérat il y avait des militants altermondialistes, il y avait un peu de tout. C'était assez citoyenniste avec une forte demande de régénération de la démocratie et une volonté de mettre en œuvre une sorte de démocratie directe par la plateforme, par Internet, une croyance très forte dans les nouvelles technologies. Et justement, ces moments, enfin ces V-Days, donc avec le V de Vendetta, voilà, il y avait cet imaginaire un petit peu anarchiste. Je ne sais pas si vous avez vu V pour Vendetta, utilisé par Anonymous, etc. Donc c'était un petit peu dans cette fibre-là, et ça ressemblait un petit peu aux partis pirates qu'on peut observer dans le nord de l'Europe. Ces V-Days ont été un processus de mobilisation massive, capable de connecter à la fois les réseaux sociaux et la politique, Internet et la rue. Et à côté de ça, ils ont développé progressivement des mobilisations sur des questions comme le refus de la ligne de TGV Lyon-Turin. Ils ont aussi participé de façon très active au référendum sur l'eau et le fait que l'eau soit gérée par des régies publiques. Donc voilà, ce qui donne l'impression en fait d'avoir un mouvement plutôt né à gauche, vaguement, sans trop savoir de quoi il s'agissait. Mais dès le départ, le mouvement 5 étoiles a refusé l'axe gauche-droite et a capté en fait une sorte de volonté par le bas de régénération des institutions. Très rapidement, et dès le début, une rhétorique d'opposition entre les citoyens, pensés comme vertueux, et les élites au pouvoir, à la fois politiques, économiques et financières, a été mobilisée par Beppe Grillo et par les militants du mouvement 5 étoiles. Il faut voir que en 2009, ils ont lancé le parti, ils ont lancé une autre plateforme qui s'appelle Rousseau. Il me semble que c'est 2009, Rousseau, qui est plus moderne. Mais au départ, les meet-up nationaux, les meet-up locaux, donc c'est-à-dire en gros les cercles, les groupes locaux avaient beaucoup d'autonomie. Et à côté de ça, il y avait des meet-up nationaux au sein desquels en fait Beppe Grillo avait beaucoup plus de poids et où il déterminait beaucoup plus fortement la ligne. Mais au départ, c'était vraiment une organisation qui cherchait à mettre en œuvre cette démocratie directe avec beaucoup de votations au niveau local, une implantation assez forte. Je crois qu'en 2013, au moment de l'apogée du mouvement 5 étoiles, il y a 150 000 militants, ce qui est pas rien, c'était assez impressionnant. Mais sans Beppe Grillo, jamais ce mouvement n'aurait pu émerger. C'est en 2009 qu'ils officialisent la création du parti. Et Grillo, lui, il a servi à unifier un petit peu des demandes diverses et contradictoires, avec un discours qui apparaît toujours en tension et qui n'est jamais très très clair. Les Italiens n'ont jamais su en fait positionner le mouvement 5 étoiles sur l'axe gauche-droite. Mais Grillo, il a réussi à articuler à la fois les demandes démocratiques, en demandant la limitation des mandats. Par exemple, les parlementaires du mouvement 5 étoiles ne peuvent faire que 2 mandats. Ils sont aussi contre le financement public des partis politiques, parce qu'ils considèrent que c'est une machine de corruption, etc. Ils sont aussi pour... là, je crois que ce qu'ils ont mis en œuvre, c'est qu'ils reversent une partie de leurs indemnités parlementaires à une sorte de banque. Enfin, c'est pas très clair cette affaire. Et qui finance qui fait du microcrédit. Et la rhétorique qu'ils mobilisent, c'est « nous, on rend l'argent aux citoyens ». Et donc voilà, ils mobilisent toujours ce type de rhétorique
d'opposition entre le bas et le haut, y compris entre les citoyens et les élus. Et ça, c'est assez important. Et à côté de ça, ils ont beaucoup mis en œuvre les questions écologiques. C'est-à-dire qu'ils tiennent un discours parfois quasi décroissant. Donc voilà, c'est encore quelque chose d'assez bizarre. La question migratoire est devenue assez importante progressivement, mais au départ, ce n'était pas spécialement le cas. Alors, 5 étoiles a connu des premiers succès en 2012 avec les élections municipales, où ils ont réussi à prendre la mairie de Parme. Donc, le maire de Parme actuel est issu du mouvement 5 étoiles, mais il en a été purgé. Il s'appelle Pizzarotti, si je ne me trompe pas. Oui, il faut savoir qu'en fait, Grillo crée des votations comme ça, du jour au lendemain, où il dit, bon, lui, il a fait quelque chose de mal, est-ce qu'on le purge? Ouais, en gros, ça fonctionne un petit peu comme ça. Et c'est là où, en fait, le poids de Grillo a été fort, c'est sur les votations nationales. Alors, le moment, vraiment le tournant, c'est 2013 avec les élections législatives où le mouvement 5 étoiles fait 25,6% et 8,7 millions de voix. Et c'est là où les politistes on commence à avoir des données sur qu'est-ce qu'est le mouvement 5 étoiles en termes électoraux, etc. Et c'est là où on commence à se rendre compte que c'est très difficile de positionner sur l'axe gauche-droite. Et c'est vraiment un objet d'étude passionnant pour cette raison. C'est-à-dire qu'il y avait 40% de l'électorat environ du mouvement 5 étoiles qui était issu de la gauche institutionnelle. Il y avait 30% qui venaient de l'abstention. Ils ont été très forts et très doués pour mobiliser les abstentionnistes, avec leur discours anti-politique, quasiment, ou cette critique très forte du système en place, avec la mise en avant de la démocratie directe. Bon, voilà. Et 30% d'électeurs de droite. Quand on demande aux Italiens, où est-ce que vous positionnez le mouvement 5 étoiles, il y en a un tiers qui met à gauche, un tiers au centre, un tiers à droite. C'est vraiment, ce n'est pas une blague. Donc le mouvement s'est positionné de façon assez transversale et je vais vous donner des exemples qui permettent de comprendre à quel point il est contradictoire et en évolution permanente. Pas en révolution. Mais, en gros, sur la question de l'impôt, il demande énormément à ce que l'impôt serve au bien commun, à ce qu'il y ait des dépenses d'infrastructure. Il prône une forme de keynésianisme budgétaire, une relance de l'économie par les investissements publics, etc. Donc, ce qui peut apparaître comme assez progressiste. Mais à côté, il mobilise un discours quasiment poujadiste de défiance à l'égard de l'État et un discours assez quasiment anti-étatiste qui est lié à la faiblesse du consentement à l'impôt en Italie. Et ils arrivent à articuler les deux et ça passe comme une lettre à la poste à chaque fois. Donc, ils vont critiquer l'impôt et en même temps demander plus d'impôts. Et en fait, c'est ça sur à peu près tous les sujets. Avec le mouvement 5 étoiles. Mais pour de vrai, quoi. Bon. Et donc voilà, à partir de 2013, le mouvement s'enracine vraiment dans la politique nationale et vit de ses ambiguïtés et de ses contradictions. Et c'est là que sur la question migratoire, ils vont commencer à se durcir. Grillo n'a perdu qu'un seul vote, et c'est sur la question migratoire, quand il a demandé aux militants du mouvement 5 étoiles d'inscrire dans la ligne du mouvement 5 étoiles le rétablissement du délit de clandestinité. Et c'est le seul vote qu'il a perdu. Mais progressivement, il a quand même durci le ton de ses discours, ce qui a joué un rôle en fait sur la ligne perçue du mouvement 5 étoiles. Et petit à petit, tous les militants plutôt issus de l'altermondialisme ont été évacués du parti ou s'en sont distanciés. Après 2013, la mobilisation décroît un petit peu et le nombre de militants se tasse. Voilà, ça pouvait rester assez impressionnant, autour de, je crois, 60 à 80 000. Les chiffres ne sont pas très très clairs. Mais voilà, donc la ligne s'est durcie progressivement avec la montée de la crise migratoire. Il me semble qu'au départ, le mouvement 5 étoiles défendait le droit du sol, mais ils ont voté contre le droit du sol la dernière fois qu'il a été proposé. Mais au départ, c'était le cas. Par exemple, au départ, il mettait beaucoup en avant les droits LGBT. Et il y avait beaucoup de parlementaires du mouvement 5 étoiles, plutôt jeunes, etc., donc dans une veine urbaine, progressiste, diplômée, qui mettaient en avant des demandes sur ces questions-là. Et finalement, ils se sont abstenus au Sénat pour des raisons, pour pas offrir une victoire politique à Renzi, mais bon, c'est pas très clair. Voilà. Et donc le mouvement 5 étoiles a beaucoup changé de position sur de nombreux sujets. Et il est très difficile à identifier, mais pourtant, à chaque fois qu'on pensait que ça allait lui poser des problèmes,
On se disait, bon, bah voilà, ils vont décevoir leur électorat, ils changent de position tous les jours, les gens vont les prendre pour des guignols, ils ont emmené beaucoup de personnes qui étaient parfois pas compétentes en politique. Bon, il y a eu quelques cas médiatiques, et ça ne les a jamais empêchés en fait, de continuer à progresser. Et parce qu'ils vivent de ces contradictions et de cette capacité à aller chercher partout. Il y a quelque chose qui a été très notable en 2016, au moment de la prise de Rome et de Turin, c'est le fait que quand ils se retrouvent face à des candidats de gauche au second tour, toute la droite vote pour eux. Quand ils se retrouvent face à des candidats de droite, toute la gauche vote pour eux. Et voilà, leur habileté, ça a été ça. Ça a été de capter une sorte de transversalité, et ils ont réussi à agréger de tous les côtés. Luigi Di Maio émerge en 2014. C'est là où ils vont mettre en place un directoire, le directoire politique du mouvement 5 étoiles, et lui, il va être président du groupe parlementaire du M5S. Et il émerge à ce moment-là. Lui, il vient de Naples, et il a beaucoup joué sur... le passage de flambeau s'est fait progressivement avec Grillo, qui s'est mis en retrait, je crois que c'est en 2016. Mais le passage de flambeau s'est fait assez naturellement, mais en jouant toujours sur des fibres qui étaient sensiblement les mêmes. Di Maio, il a quasiment pas fait d'études. Il a travaillé dans un stade. Souvent, les politiques en Italie se moquent de lui parce qu'il utilise mal le subjonctif. Vraiment, il y a eu des moqueries assez importantes là-dessus, mais il a toujours essayé de... Il a été assez fort en fait pour... ça a été, on va en parler là pour les élections du 4 mars, parce que j'y arrive, pour jouer la carte du gars sympa, de l'homme ordinaire en fait, qui veut juste le bien des citoyens, etc. Et donc lui, il a construit sa narration comme ça, avec l'appui digital et l'appui de Grillo. Grillo n'est revenu à la télé qu'en 2014. Donc il faut bien comprendre que le mouvement 5 étoiles a réussi à quasiment à obséder les journalistes et les politiques en Italie, ou à focaliser l'attention, sans jamais presque sans jamais aller dans les médias. Ils ont construit en fait toute leur stratégie digitale comme une stratégie de contournement des médias. Et ça va jouer un rôle très important dans l'élection de 2018. En fait, Gianroberto Casaleggio, qui était l'idéologue du mouvement, est mort en 2016. Mais il faut savoir que son entreprise de web marketing est l'entreprise qui détient le mouvement 5 étoiles. Donc il y a des formes aussi néolibérales dans le mouvement 5 étoiles, c'est-à-dire qu'on a quand même un mouvement qui est détenu par une entreprise. Le mouvement 5 étoiles a imposé à un moment donné à ses parlementaires un contrat dans lequel, s'ils contrevenaient à la ligne, ils devaient payer une amende de 150 000 €. Et ça a été cassé par le Conseil constitutionnel, il me semble. Ça a été considéré comme inconstitutionnel. Je ne sais pas qui l'a cassé exactement. Mais voilà, il y a eu des formes très néolibérales et de privatisation un petit peu de la politique. Comme je vous le disais, il y avait ce refus des financements publics, etc. Mais ils se sont financés en fait par cette entreprise de web marketing et par les flux liés au site du mouvement 5 étoiles, qui génère énormément de flux. En fait, quand vous inscrivez sur le site du mouvement 5 étoiles, vous vous accordez l'autorisation d'utilisation de vos données personnelles. Et donc derrière, ils ont des batteries d'équipes de data analystes, et ils s'en sont servis pendant l'élection de 2018. Ils ont mis en œuvre une stratégie avec deux figures principales. D'une part, Luigi Di Maio, on considère être le pôle le plus institutionnel. Il a été assez séducteur à l'égard des électeurs centristes, et en même temps des électeurs du Sud, qui sont comme un homme derrière lui, ou comme une femme, derrière lui dans les régions du Sud. C'est ce qui a permis... les Napolitains s'identifient réellement à Luigi Di Maio. Ils ont fait des scores délirants là-bas, de l'ordre de 60% dans certains quartiers, aux dernières élections. Et à côté de ça, Alessandro Di Battista, qui a été celui qui incarnait l'âme de gauche du mouvement anti-système, un petit peu attrape-tout et en même temps très contestataire, qui lui remplit les places et joue le rôle de tribun qui va mobiliser les gens. Et en fait, ils ont joué sur ces deux pôles, à la fois l'institutionnalité et la contestation. Et ils ont mis en scène leur complicité tout au long de la campagne par les réseaux sociaux. Je vais vous donner quelques éléments. Ils ont produit des directs Facebook qui ont fait des millions de vues.
C'est-à-dire qu'ils ont mis en œuvre cette stratégie de contournement des médias. Du coup, ils n'ont plus d'interlocuteurs en face d'eux, ce qui leur permet de dérouler leur discours politique, mais ils ont construit des formats avec derrière des analyses sur qu'est-ce qui marche, quels termes fonctionnent, comment on polarise, comment on buzz, etc., qui leur permettent de faire... voilà, là, pendant la crise avec le président Mattarella, il y a une vidéo de Di Maio qui a fait 400 000 likes, plus 8 millions de vues. Donc, c'est vraiment... Il faut comprendre que la dimension digitale du parti a été extrêmement importante, et c'est ce qui leur a permis en fait, de mettre en scène la désintermédiation politique et ce côté destituant à l'égard du système politique italien. C'est-à-dire qu'ils cassent un petit peu les frontières et les barrières politiques par ce type de communication. Quand ils font des directs, c'est des face caméra qui durent quelques minutes, avec des termes très punchy, où on a l'impression presque d'assister à une discussion avec le bon pote du coin, quoi. Et en fait, au fur et à mesure, ils ont construit une sorte de culture où ils ont mis des vidéos très régulièrement, et on voit par exemple Di Maio, Di Battista, etc. Et en fait, ils donnent quasiment le sentiment de les accompagner. Ils font des vidéos quand ils font des déplacements, etc. Mais ils font aussi des directs assez réguliers où ils rebondissent sur la conjoncture politique italienne. Et ça donne ce petit sentiment de quasiment de lire un livre en fait, et de voir le personnage. On est curieux, on a envie de voir où est-ce qu'il va arriver. Donc les gens régulièrement se connectent et regardent ces vidéos. Et il y a une sorte d'écosystème qui s'est créé, digital, qui leur est favorable. Et Salvini s'en est inspiré et il s'en sert aujourd'hui. Mais c'est eux qui ont été en avance là-dessus. Et donc là, on voit que l'Italie, qui est paradoxalement l'économie la moins numérisée d'Europe, est celle qui a vu le premier parti digital naître. Donc voilà, ça c'est un point assez important. Là, je vais essayer de finir. Mais je vais vous donner un élément sur la structure du vote du mouvement 5 étoiles, pour comprendre un peu comment se traduit cette dimension destituante et leur stratégie digitale, etc. Ils ont cherché un petit peu à capter ces idées de modernité, etc., mais par les réseaux sociaux. Et en fait, ils font environ entre 40 et 50% des voix sur toute la tranche qui va des 18-24 aux actifs de 50 ans. 40 à 50% des voix. Le parti n'est pas implanté uniquement au sud. Ils sont implantés en Ligurie aussi, où ils font de l'ordre de 30%, en Émilie-Romagne. Donc il faut attention avec la carte du vote italien, ils font des scores assez élevés dans le nord. C'est le premier parti à Milan. Et là, ils ont été assez habiles pour à la fois drainer le vote des jeunes qui n'ont pas d'emploi et qui subissent la précarité, des diplômés, des précaires, des chômeurs, des urbains. Donc en fait, ils ont un électorat assez interclassiste et transversal à la société. Et en fait, assez moderne quand on regarde les élites politiques mises en avant par le mouvement 5 étoiles, notamment dans leurs parlementaires, c'est plutôt... Il y a un côté quasiment macroniste, il y a pas mal de gens qui viennent du privé. Donc voilà, moi, c'est pour ça que la comparaison avec la France Insoumise me semble erronée, c'est qu'il y a des éléments... Enfin, c'est autre chose, en fait. C'est autre chose que tout ce à quoi on assiste en France. Donc là, je vais clore là-dessus. Mais le 4 mars, ils ont récolté 33% des voix et 11 millions de voix. C'est pas un second tour, hein. C'est pas un second tour de présidentielle, c'est au premier tour, quoi. C'est à la législative. Et après l'élection, en fait, il y a 30. C'est encore une fois, c'est l'ambiguïté permanente, quoi. C'est le et en même temps. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a des traits aussi macronistes, c'est que il y avait 30% de leur base, de leur électorat qui voulait pas d'alliance tout court, parce que le mouvement 5 étoiles a longtemps eu une tradition de non-alliance avec les autres forces politiques italiennes, perçues comme étant la caste. 30% qui voulaient s'allier avec la Lega, et 30% avec le PD. Le Parti démocrate, pardon. Donc voilà, ça c'est assez structurant. Et leur ligne a évolué au cours de la campagne, où ils ont cherché à rassurer sur la question européenne. On sait que, voilà, apparemment, il y a eu des discussions avec En Marche à un moment donné, mais la ligne rouge était l'alliance avec la Lega. Donc le mouvement 5 étoiles a toujours été très souple. Enfin, on le voit au Parlement européen où ils sont allés dans le groupe avec UKIP. Et quand on regarde la structure des votes, ils votaient à 80% comme le groupe de la GUE, de la gauche unitaire européenne. Et pas du tout comme le UKIP. Et donc, voilà. Moi, l'impression que j'ai parfois, c'est je ne comprends pas, ça n'a aucun sens. Et en même temps, ça a du sens. Donc voilà comment je perçois le mouvement 5 étoiles.
une sorte de créature bizarre. Je vous conseille, on a publié un entretien avec Alessandro Di Battista, qui est cette aile un peu tribunicienne, qui lui il est parti en Amérique latine, il a assisté à des expériences de socialisation des entreprises, il est un peu limite un peu barré sur ces questions-là. Enfin, il met beaucoup en avant la démocratie directe. Je vous conseille de la lire parce que là on voit que c'est tout et son contraire. Et je vous invite aussi à regarder la communication du mouvement 5 étoiles. Mais bon, voilà, là, on va passer à la période post-élection. Peut-être sur Linda, sur qu'est-ce qui est devenu la Ligue là aujourd'hui, quelle a été la mutation opérée par Salvini. Donc voilà, je laisse la parole. Je vais laisser la parole à Linda. Je veux juste remercier Lénie. Juste pour... parce qu'on a parlé d'Italie, et l'intitulé, c'est l'Italie va-t-elle faire exploser l'Europe ? On va venir sur les positions européennes. Mais ça va venir, vous inquiétez pas, mais je pense que ces précisions de contexte... Non, c'était très intéressant, à mon avis, de connaître l'historique de la Ligue et du mouvement 5 étoiles. Mais il est 14h53, il faut qu'on finisse à 15h30. Il faudrait que vous arriviez à faire ça assez rapidement pour qu'on puisse avoir un moment d'échange avec la salle. Voilà, merci. Donc, moi, je voudrais rajouter quelques éléments de comparaison. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est pour expliquer un peu ce gouvernement un peu contre nature qui s'est formé au bout d'un mois de tractation. C'était une première en Italie. La Ligue et le mouvement 5 étoiles se retrouvent quand même sur un certain nombre de points. Donc, ils ont un discours anti-globalisation qui est très clair, c'est assez fort dans les deux partis. C'est un discours aussi anti-européen, enfin, l'Europe telle qu'elle fonctionne. Ils sont contre la bureaucratie, et là aussi, dans leur programme, c'est quelque chose de central. Une volonté d'alléger la bureaucratie et l'administration italienne. Et c'est des partis qui sont anti-parlementaristes, donc ça, vous l'avez compris. Et ils ont tous les deux fait des promesses intenables. Moi, je pense que le discours du mouvement 5 étoiles varie en fait en fonction des régions. Moi, j'ai suivi plusieurs meetings dans des régions différentes en Italie. Et lorsque Beppe Grillo sait qu'il s'adresse à des gens qui appartiennent à une région qui a plutôt une culture de gauche, il fait un discours qui est plutôt orienté à gauche. Je l'ai vu faire des discours, par exemple, à Bergame, qui est la ville où j'ai fait mon terrain sur la Ligue du Nord. Et là, il fait des discours plutôt orientés à droite. Et ce qu'on observe dans les régions du Nord, c'est que les électeurs, en fait, passent d'un parti à l'autre. Ils peuvent voter tantôt pour la Ligue, tantôt pour le mouvement 5 étoiles. Donc, dans certaines zones, ils pourraient vraiment former un bloc. Et ça fait très, très peur au Parti démocratique aujourd'hui. Donc cette alliance, elle n'est pas si surprenante que ça si on va voir concrètement ce qui se passe sur certains territoires. Moi, je ne crois pas que leurs électeurs aujourd'hui se fassent beaucoup d'illusions, mais ils croient encore qu'ils peuvent faire bouger les choses en Europe, et c'est pour ça qu'ils ont voté pour eux. En fait, ce qu'on a vu, c'est que tant que Salvini tenait ses positions, il n'a pas cessé de monter dans les sondages. Il a obtenu 17% des voix au moment de l'élection, et là, il est en train de se stabiliser autour de 30%. Donc c'est quand même assez inquiétant. Donc les Italiens aujourd'hui sont convaincus qu'ils ne pourront pas financer leurs dettes avec la politique d'austérité qu'on leur impose. Donc le nouveau gouvernement, pour eux, en fait, c'est un espoir, puisque ce nouveau gouvernement propose de faire une politique de relance, le souverainisme en plus. Et c'est pour cette raison que les Italiens ont voté pour eux et qu'ils attendent quelque chose d'eux. Donc je vais revenir plus précisément maintenant sur la mutation de la Ligue et la politique européenne de Matteo Salvini, puisque de plus en plus il affirme ses ambitions européennes sur la scène politique. En fait, comme j'en ai parlé très brièvement, à partir de 2011, la Ligue va connaître des difficultés puisque les magistrats vont mettre le nez dans ces affaires et ils vont découvrir des modes de financement plutôt douteux. Donc la Ligue va être frappée par des révélations en 2012 et ça va être un choc. Ça va être un choc pour les militants parce que ce sursaut moral en fait, que la Ligue pouvait incarner au Nord était quand même très important pour les militants de base. Donc à ce moment-là, lorsqu'ils vont voir comment le clan Bossi, comment la famille, l'entourage de Bossi gérait les fonds du parti, en avait détourné une bonne partie. Aujourd'hui, on sait que la Ligue du Nord en fait, a détourné 49 millions d'euros. Les magistrats ont réussi à retrouver la trace seulement de 8 millions.
Donc c'est pour vous dire. Et de ce point de vue-là, la presse italienne fait aussi bien son travail. Hein. L'Espresso a récemment publié, là, depuis le printemps dernier, toute une série de dossiers, en fait, d'enquêtes sur les problèmes, sur les questions financières et la Ligue du Nord. Donc, dans ce contexte, la Ligue va subir vraiment un coup d'arrêt très, très brutal, et ils vont descendre à quelques pourcentages des voix en 2012. L'ancien leader Umberto Bossi va devoir se retirer. C'est Roberto Maroni qui va prendre la direction du parti. Et lorsqu'il va être élu à la tête de la région Lombardie en 2013, il va laisser sa place au jeune Matteo Salvini. Matteo Salvini, c'est quelqu'un qui a toujours été dans la Ligue, en fait. Depuis qu'il a 17 ans, il n'a jamais fait que ça. C'est un militant. Donc, ce n'est pas vraiment un homme de gouvernement ou de carrière. C'est un homme surtout de communication. Assez vite, il va être élu au Parlement européen. Et c'est également très important, en fait, cet engagement européen de Salvini. C'est là qu'il va faire la connaissance de Marine Le Pen. Donc tout ça, ça se retrouve en fait dans les prises de position aujourd'hui qu'on le voit prendre, tout ce parcours bien précis. Les gens de la Ligue du Nord n'ont jamais vraiment cru, sont jamais vraiment engagés au Parlement européen. Mais lui, aujourd'hui, compte vraiment développer une politique en accord, évidemment, avec les autres partis populistes, national-populistes européens. Donc, Matteo Salvini a profité des scandales financiers qui ont frappé la Ligue pour s'imposer à la tête du parti. Il a su très bien gérer cette période très difficile. À ce moment-là, il était très présent sur Radio Padania. Radio Padania, c'est un média partisan qui est essentiel pour le consensus de la Ligue au Nord, puisque les militants écoutent quotidiennement cette radio, dont les informations sont très orientées. Et donc, il a toujours été omniprésent sur ce média. Il a dirigé la radio à un moment donné. Et donc, il a su, grâce à ce média, regagner la confiance des sympathisants et des militants après les révélations sur les détournements de fonds publics alloués pour les campagnes et également les liens qui sont apparus du trésorier de la Ligue avec la mafia calabraise. C'était le summum pour les gens de la Ligue. Donc, mais en fait, Matteo Salvini, très vite, va vouloir aussi changer un certain nombre d'orientations au sein de la Ligue. Pour occuper l'espace laissé vacant à droite, donc on voit très bien que Silvio Berlusconi est en train de vieillir, il est quand même affaibli par tous les scandales financiers. Gianfranco Fini a été lâché aussi par les siens, puisque selon eux, il a dérivé trop à gauche. Donc aujourd'hui, Alliance Nationale a disparu, c'est remplacé par Fratelli d'Italia, et c'est un parti qui est lui aussi affaibli. Donc il y a vraiment, en Italie, à ce moment-là, un espace à prendre. Et c'est cette carte-là que va jouer Matteo Salvini. Ce n'était pas évident du tout que la Ligue se positionne comme un parti national. Personne n'y croyait. Même Umberto Bossi a dit que selon lui, c'était complètement absurde. Ça ne pouvait jamais marcher. Et finalement, on voit que Matteo Salvini a réussi quand même à s'insérer dans un certain nombre de régions du Sud. Et lors des dernières élections, il a même réussi à se faire élire en Calabre. Il est élu sénateur en Calabre. Ce qui pose aussi des questions lorsque l'on connaît les modalités de fonctionnement de la vie politique dans ces régions-là, où on sait que les clans mafieux sont quand même assez influents. Donc sa campagne de 2018 a été marquée par une rupture esthétique très nette. Le vert a été abandonné au profit du bleu de la droite européenne afin d'accréditer sa légitimité gouvernementale. Il a troqué sa veste de survêtement Milano, qu'il avait rendu célèbre, pour un complet bleu foncé. Et il a voulu faire de la Ligue un parti national contre l'avis du fondateur. Et comme l'indiquaient ses affiches de campagne, il briguait effrontément la place de Silvio Berlusconi, puisque c'était écrit en gros Salvini première. Première, c'était le titre qu'on utilisait uniquement pour parler de Silvio Berlusconi dans la vie politique italienne. Aujourd'hui, il se fait appeler par les militants Il Capitano, le capitaine, qui reprennent en chœur dans les meetings Il n'y a qu'un capitaine. Et aussi ridicule que ça puisse paraître, ça fonctionne à bloc, puisque le mythe de l'homme fort, là, on peut le voir dans différents pays, dans une période en fait, d'incertitude, de bouleversement, ça marche.
Ensuite, comme les fonds de la Ligue restaient bloqués par la magistrature, Matteo Salvini a créé une nouvelle formation, la Ligue de Salvini, et les comptes ont été déplacés. Ils sont arrivés maintenant à Bergame. Donc c'est une manière aussi, Bossi et Maroni, c'était plutôt Varèse. Là, tout s'est déplacé sur Bergame. Et il a aussi pris des contacts avec Vladimir Poutine, qui, comme vous le savez, a offert des prêts au parti populiste européen. Et en fait, toutes ces transactions sous-tendent des rapprochements politiques que nous observons actuellement, notamment entre le Front National et la Ligue du Nord. Bon, il faut savoir que Marine Le Pen s'inscrit dans l'affiliation de la Révolution nationale, qui est la première phase du fascisme historique, et Matteo Salvini fréquente depuis longtemps les néofascistes milanais. Lorsque moi je faisais mon terrain sur la Ligue du Nord, donc au tout début des années 2000, j'ai même participé à une manifestation à Milan avec des jeunes, les jeunes Padan, les jeunes du mouvement de la Ligue du Nord, et Forza Nuova. Donc pour moi, les liens, ils restaient dès ce moment-là assez évidents, en fait, au moins chez les jeunes. Et les politiciens italiens s'inquiètent aujourd'hui beaucoup des liens qui se sont noués en fait, entre la Ligue du Nord et ces petits partis, notamment Casa Pound, et aussi le Front National. Donc un proche de Marine Le Pen s'est même déplacé à Rome et gère directement les relations avec la Ligue et Casa Pound. Donc je pense qu'il faut être aujourd'hui très attentif à tous ces échanges au niveau européen entre ces partis. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Italie, il n'y a jamais eu vraiment de cordon sanitaire, comme en France face au FN, mais une attitude moqueuse et condescendante que les élus de la Ligue ont su habilement retourner pour mieux faire circuler leur idée xénophobe. Mon ouvrage en français s'intitule L'idiotie en politique, et en fait, je décris cette stratégie, en fait. Comment en fait, finalement, les élus localement, même au niveau national, se faisaient passer pour des gens un peu stupides, pour faire passer finalement des discours qui étaient très violents. Et comme on ne les prenait pas trop au sérieux, on ne disait rien. Mais finalement, ils ont dédouané le fascisme et fait circuler des discours qui auparavant étaient complètement intolérables, notamment sur les Roms, comme on l'a vu ces derniers mois. Donc là, ça a été très très loin. Donc beaucoup de barrières sont tombées en Italie. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de personnes ont été agressées cet été. Certaines personnes ont reçu des balles, on a tiré sur des personnes en Romagne et à Rome, pour leur couleur de peau, parce qu'ils étaient roms, etc. Les thématiques de la Ligue n'ont pas vraiment changé, elles sont toujours les mêmes, plutôt simplistes. Forcément, la xénophobie arrive au premier plan. J'ai pensé à une chose, en fait, en écoutant Matteo Salvini. Il y a quelques années, il avait offert au fils d'Umberto Bossi un jeu vidéo créé par les gens de la Ligue, où l'enjeu était de repousser les bateaux chargés d'embarcations, enfin les bateaux chargés de migrants, en fait. Donc il se promène aussi avec un t-shirt représentant un bulldozer. Donc ça s'adresse directement aux Roms, dont on démantèle les camps. Donc cet été, la Ligue a aussi tenté de supprimer la loi Mancino, qui sanctionne en Italie les discours racistes et fait du racisme une circonstance aggravante dans le cas d'agression. Donc on a été quand même très très loin ces derniers mois. Ensuite, un autre point qui est central dans le discours, c'est le discours anti-mondialisation, le rejet du multiculturalisme anglo-saxon. Ça, c'est une constante dans leur discours et ça s'inscrit dans la tradition du fascisme historique, en fait. Le discours contre l'euro. Donc le passage à la monnaie unique a été très mal vécu en Italie parce que ça a généré de l'inflation. Et ensuite, les entreprises du nord de l'Italie, en fait, bénéficiaient ça on n'en a pas trop parlé, mais comme la lire était sous-évaluée par rapport aux autres monnaies européennes, du coup, ils avaient un avantage à l'exportation qu'ils ont perdu au moment du passage à la monnaie unique. Et ça a beaucoup handicapé les régions industrielles du Nord, qui sont les régions de référence de la Ligue du Nord. Donc, à partir du passage à la monnaie unique, la Ligue, qui auparavant était plutôt européenne, devient farouchement anti-euro, anti-européenne. Mais ensuite, par exemple, la Ligue peut aussi dire que l'Union européenne est communiste parce qu'elle défend les droits humains. Donc il n'y a aucune cohérence. Il y a un double discours sur l'Europe.
c'est à la fois l'Europe des multinationales et l'Europe des communistes. C'est l'Italie. Donc, ensuite, il y a aussi des références iconoclastes au catholicisme, qui sont omniprésentes dans tous les discours. C'était présent dans les discours d'Umberto Bossi, mais ça l'est toujours dans les discours de Matteo Salvini. Donc, ce qui est nouveau aussi, et là beaucoup plus fort dans le parti, c'est la politique nataliste, qui est censée parer au problème de natalité dans le pays, et aujourd'hui à ce qu'ils appellent le grand remplacement, parce qu'ils ont repris complètement les thèses de Camus, et ça fonctionne très fort, comme vous pouvez l'imaginer. Donc tous ces discours, en même temps, ça déplaît très fortement à une large part des catholiques italiens. Donc pour vous donner une idée, cet été, Famiglia Cristiana a fait une couverture avec ce titre « Vade retro Salvini ». Donc ça a fait beaucoup rire aussi parce qu'on comparait Salvini à Satan en Italie. Enfin, mais c'est pour vous dire que l'Église catholique est très divisée sur toutes ces questions. Bon, même si actuellement dans le gouvernement de Matteo Salvini et Luigi Di Maio, à la famille, il y a un représentant des catholiques intégristes, ça ne plaît pas à tous les communistes, à tous les catholiques italiens, loin de là. Donc ensuite, vous l'avez vu, on a un gouvernement jaune-bleu qui est quand même assez particulier. On a un ministre dans l'Intérieur qui est omniprésent, qui apparaît un peu comme l'homme fort de ce gouvernement, au moins sur la scène médiatique. En fait, le président du Conseil a une position assez faible, puisqu'il n'a pas été élu, personne n'a voté pour lui. Donc les deux hommes forts de ce gouvernement sont clairement Matteo Salvini et Luigi Di Maio. Et Matteo Salvini parle beaucoup plus fort que Luigi Di Maio. Il y a un certain nombre de ministres de la Ligue qui ont pris des ministères très importants, l'économie, les affaires étrangères. En fait, le professeur que le président de la République refusait de voir à l'économie s'est retrouvé finalement aux affaires étrangères, ce qui est anodin puisque c'est quelqu'un qui est farouchement anti-européen. Donc, il est sorti par la petite porte, mais on l'a fait rentrer par une autre. Donc, oui. Et aujourd'hui, Matteo Salvini, en fait, parle de créer en Europe une internationale populiste. Donc là aussi, c'est un oxymore qui est tout à fait caractéristique de leur discours. Il veut créer une ligue des ligues de manière à revoir complètement la politique migratoire de l'Europe. Mais en fait, sa position n'est pas très claire, puisque après l'affaire de l'Aquarius, il a réussi d'une certaine manière à faire plier le gouvernement français et allemand, qui ont accepté de renégocier les accords de Dublin. Mais ce n'est pas sûr qu'une renégociation, un succès soit envisageable de ce côté-là. En fait, ce que cherche Matteo Salvini, c'est surtout à bloquer l'arrivée de migrants dans son pays. En fait, je voudrais vous rappeler quel était le mot d'ordre sur cette question de l'ancien leader. Umberto Bossi, lui, disait très clairement « Arrêtez le robinet, videz la baignoire ». C'est très, très violent. Mais cela illustre assez bien ce qu'est en train de faire Matteo Salvini. En fait, lui, ce qu'il veut, c'est que les migrants puissent passer plus au nord, en France, en Autriche ou en Suisse, alors qu'on les bloque actuellement. Et il veut qu'ils cessent d'arriver en Italie. C'est clairement ça. Le problème, est-ce qu'il cherche après nécessairement des solutions avec ses partenaires européens? C'est ce qu'on va voir dans les prochains mois. Mais c'est difficile, si on fait alliance avec Orban, de chercher un accord avec Angela Merkel et Emmanuel Macron. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci. Moi, je vais essayer d'aller vite. Je suis désolé si tout à l'heure j'étais peut-être un peu long sur le mouvement 5 étoiles, mais ça me semblait important de restituer un peu l'ambiguïté du mouvement parce que ça va jouer en fait sur leur rapport à l'Union européenne et le rapport de ce gouvernement à l'Union européenne. Donc, je vais essayer d'aller vite sur qu'est-ce qui va se passer ces prochains mois, à mon sens. Là, Salvini a fait bloquer le débarquement de migrants dans un port à Catane. C'est le Diciotti, il me semble. Et il va imposer un changement des règles européennes et internationales. Et ils sont en train de nier, en fait, ils veulent faire exploser un petit peu le consensus européen sur deux questions. À la fois, le consensus, il n'y a pas de consensus sur la question migratoire, mais ils veulent lier à la fois la question économique et la question migratoire. Là, ils ont menacé, lui et Luigi Di Maio aussi, qui a publié un post hier, ils ont menacé, en fait, de ne plus payer, en fait, la contribution de l'Italie au budget européen. Ça, c'est un élément important. Il faut monter un petit peu la sauce, là, fin août. Il y a des tensions sur les marchés.
Le spread dont on parlait tout à l'heure, l'écart de taux avec l'Allemagne, est aujourd'hui de 300 points de base, donc de 3 points. Le taux d'emprunt de l'Italie a doublé depuis l'an dernier. Et donc il commence à y avoir des pressions au niveau des marchés financiers. Le ministre des Finances est allé voir Trump et est en voyage en ce moment. Il est en Chine pour essayer d'obtenir des promesses d'achat de la dette italienne, précisément pour détendre la pression sur la dette italienne. Parce qu'en fait, à l'automne, il va y avoir un rapport de force assez important avec l'Union européenne qui va se faire sur la question budgétaire. Le programme de la coalition sur son aspect économique est censé entraîner une augmentation d'environ 80 milliards des dépenses de relance dans les infrastructures qu'ils ont annoncé là encore après l'effondrement du pont de Gênes, mais aussi le revenu de citoyenneté qui est censé coûter environ 17 milliards. La loi sur les retraites, ils veulent diminuer l'âge de la retraite, ce qui devrait coûter 20 milliards en cas de suppression sèche de la précédente loi, mais bon, normalement, ils vont chercher à réduire les coûts aussi. Et sur la flat tax qui devrait coûter autour de 15 à 20 milliards. Donc ça fait un certain nombre de dépenses qui sont en contradiction totale avec le pacte budgétaire européen. Et donc là, il faut monter le rapport de force et il lie questions migratoires et questions économiques. Et il menace précisément de ne pas contribuer pour ces raisons-là. Donc qu'est-ce qui peut se passer au niveau européen ? Dans le contrat de coalition, il y a un élément qui a été assez peu observé, en tout cas par les journalistes, c'est les mini-bots. Les mini-bots, c'est des titres de dette émises par l'État italien, des petits titres, qui vont servir en fait à payer les entreprises auprès desquelles l'État italien a un retard de paiement. Sauf que ces titres vont être utilisés pour payer des impôts à l'État aussi, et vont pouvoir être utilisés entre les entreprises. En fait, ça s'appelle une monnaie parallèle, et ça ressemble à peu près au système de Varoufakis. C'est Paolo Savona, dont on parlait tout à l'heure, qui a été le point de blocage pendant la crise avec le président, qui a mis en avant ça. À côté de ça, ils ont mis, selon le niveau d'émission, en fait, cette monnaie parallèle pourrait prendre énormément de poids. Donc la question, l'incertitude, elle est là. Quel niveau d'émission pour cette monnaie parallèle? À côté de ça, ils ont nommé à la présidence de plusieurs commissions parlementaires des économistes anti-euro très connus. Donc Alberto Bagnai au Sénat, qui est président de la commission des finances, et à la commission du Trésor de la Chambre, un homme qui s'appelle Claudio Borghi. Paolo Savona, lui aussi, a beaucoup de réseaux à la Banque d'Italie, qui est un foyer d'eurosceptiques. Et en gros, ce qu'on peut penser, c'est qu'il cherche à faire monter le rapport de force sur toutes ces questions pour essayer d'obtenir une sorte de compromis. Et il s'appuie sur l'idée que l'Europe les abandonne sur la question migratoire et que l'Europe, par ses politiques d'austérité, avec le cas de Gênes encore qui a cristallisé vraiment l'actualité en Italie, conduit au déclin de l'Italie. Et donc voilà, on va assister à une montée forte du rapport de force ces prochains mois. Ils ont mis à des postes clés des gens qui ont un projet éventuel de sortie de l'euro. On ne sait pas dans quelle mesure ils vont s'en servir, si cette option va être activée. Mais autour normalement du mois d'octobre ou de novembre, c'est là qu'on va voir si ce gouvernement-là arrête son projet et arrête ses décisions unilatérales, ou s'il poursuit son projet et si éventuellement ces menaces de sortie de l'euro vont s'activer. Mais la question italienne va être une question inflammable les prochains mois. Et il y a une difficulté qui est que ce gouvernement allie une politique identitaire qu'il veut européaniser, comme Linda l'a dit avec Orban, de façon assez contradictoire, parce que Orban est contre les quotas de répartition, mais le gouvernement italien est pour que les autres pays prennent des migrants. Donc en fait, c'est là où on voit que aussi l'idée d'une internationale de l'extrême droite a assez peu de sens, parce qu'il n'y a pas d'idée de solidarité derrière, fondamentalement. Donc voilà. Mais ils allient cette politique identitaire à une politique un minimum social, dans le sens où là, ils ont fait passer pendant l'été le décret Dignità, c'est Di Maio qui a été en première ligne là-dessus, où ils ont commencé à réglementer le marché du travail en diminuant le nombre de CDD, en augmentant les couvertures, en intervenant sur un ensemble de champs. Je dois raccourcir mon intervention, donc je voulais en parler, mais ce sera pour une prochaine fois. Mais c'est une sorte de cocktail à la fois identitaire et social qu'on retrouve en partie en Pologne avec le gouvernement du PiS. Bon, c'est différent parce que le catholicisme polonais est très fort, beaucoup plus fort qu'en Italie, mais ce cocktail fait que
pour les forces qu'on va qualifier de progressistes, c'est très difficile d'ouvrir un espace, notamment sur les questions sociales, parce qu'en fait, il y a quasiment tout qui est bouché. Aujourd'hui, il n'y a plus d'opposition en Italie. Et la coalition, même s'il y a des tensions à l'intérieur, reste unie sur un certain nombre de questions. Donc voilà, la question qui va se poser est celle-là. Là, il y a quand même quelques tensions qui sont apparues sur la question des migrants, puisque Roberto Fico, qui fait partie de l'aile gauche du mouvement 5 étoiles, qui est président de la Chambre, a appelé à l'accueil des migrants en Sicile. Donc il commence à y avoir des tensions, mais il y a beaucoup d'incertitudes. Et c'est ça la donnée qui domine en premier lieu. Donc je vais m'arrêter là pour laisser la parole à Manuel Bompard. Non, c'est pas pour parler moi, merci à vous. Merci beaucoup. Désolé de vous avoir mis un peu la pression. C'était pour laisser l'opportunité aux personnes dans la salle de pouvoir poser quelques questions. On va être forcément un peu pressé par le temps, mais je pense quand même que c'est aussi grâce à la richesse du contenu de ce qui nous a été fourni. Ce que je vous propose pour qu'il n'y ait pas de frustration, c'est que je vois les mains qui se lèvent maintenant. Je les note, on prend les questions, mais après on n'en prendra plus, d'accord ? Donc je note la personne ici, j'en note une ici. Je vais pas pouvoir tout prendre, les amis. Je vais pas pouvoir tout prendre. Oui, je vais pas pouvoir tout prendre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tourner moi avec le micro dans la salle. Je suis désolé, je vais pas faire de choix, mais je vais en prendre un petit peu partout et répartir homme-femme. Voilà, je m'excuse pour celles et ceux qui pourront pas poser leurs questions, mais je pense qu'on pourra discuter un peu après. Bon, je veux pas perdre. Il est 15h20. La conférence suivante est à 15h45, donc on prendra un petit peu plus de temps, mais pour que nos invités puissent répondre, voilà, je peux en prendre 5-6, donc je vais en prendre 5-6. Désolé pour ceux que je vais louper. Allô ? Ouais. Bon, la mienne, c'est pas une question, c'est une réflexion sur la discussion qu'on a eue. Je pense que oui. Essayez aussi de faire court sur les questions, je pense, pour... Oui. Alors, moi, je pense, j'espère de gêner personne, je pense qu'il manque un élément dans cette discussion, parce que le titre de la discussion est, à mon avis, très pertinent. Est-ce que l'Italie va exploser la question européenne dans les prochains mois? Mais, à mon avis, il n'y a pas que la question du gouvernement en Italie. Il y a un absent dans cette discussion, à mon avis, c'est la société italienne aussi et les masses. Parce que tout ce processus, ce n'est pas développé dans le vide, dans la paix sociale. Je pense que ça va sans dire. Hein, je vois l'intérêt, la nécessité d'expliquer dans cette situation l'histoire, l'évolution de ces deux organisations. Mais même ce processus-là, et toute l'histoire de la première à la deuxième République, même s'il n'y a jamais eu en Italie un changement de constitution, donc c'est plutôt un truc de journalisme, hein, première, deuxième République. Mais à partir des années 80, comme tu disais, il y a le miracle italien, etc. Mais il y a eu aussi un enrichissement de la classe dirigeante italienne avec la baisse des salaires, la marche des 40 000 et tout ça. Mais bon, la question, non, il n'y a pas de question. Moi, je pense que il n'y a pas de question. C'était une réflexion, si je peux. Vite fait, moi, je vous lis et je vais traduire une déclaration vite fait du ministre de l'économie italien en ce moment. La position du gouvernement est nette et unanime. Il n'y a pas de discussion sur la sortie de l'euro. Le gouvernement ne va pas discuter de la sortie de l'euro, mais comme d'habitude, il va trouver une solution pour la réduction du rapport déficit-pile. La position du mouvement 5 étoiles et je suis d'accord avec toi, n'est pas une position anti... Je suis obligé de te prendre le micro si tu poses pas ta question. Parce que là, le problème, c'est qu'on a demandé, excusez-moi, mais on a levé la main, il y a 10 personnes. Si chaque personne ne fait pas une question, mais pose une analyse de 5 minutes, on va perdre trop de temps. Donc je vais vous demander d'aller vraiment à des questions. Pour les analyses, ensuite, il y aura du temps sur la discussion. Sur ce point-là, voilà. je te répondrai sur ce point-là, t'inquiète pas. Voilà, il va répondre, on a compris ton ajout, et je te remercie de ton ajout, je donne la parole ici. Bonjour. D'abord, merci pour la conférence. Ma question est la suivante, en fait. Là, on a parlé du futur inflammable politique, on va dire assez proche, dans les prochains mois. Ma question porte sur, est-ce qu'on peut s'imaginer, est-ce qu'on risque d'arriver vers un État qui devient en gros fasciste d'ici quelques années, et qui du coup, donc est-ce qu'on risque vraiment que l'Italie devienne
un pays néofasciste, et est-ce que ça peut entraîner dans sa chute d'autres pays européens? Vraiment. Okay. Une question vers le fond. Oui, de manière plus générale, est-ce que le prétexte des migrants et l'approche qu'on a des étrangers, en fait que ces partis ont de l'étranger, que ce soit Marine Le Pen ou que ce soit Salvini, etc., n'est-ce pas pour faire face à la mondialisation qui en fait dépossède la sous-classe de la haute bourgeoisie pour finalement reprendre vigueur sur certains territoires, c'est-à-dire le pays, et pouvoir finalement développer un capitalisme plutôt familial ou autre comme en France. Merci. Alors, il y en a une ici. Désolé pour ceux que je vais louper. Hein. Oui, merci. Ce sera très court. Quelle est la part du PCI et des forces, on va dire, de gauche, de la gauche en Italie? Comment ça peut se jouer avec justement cette déstabilisation par rapport à l'Europe du gouvernement actuel? Merci. Ça va être rapide, ça c'est rien. Allez, j'en prends encore 2 ici, après on s'arrête. Une au milieu et un sur le côté. Alors, au risque d'être caricatural, je vais essayer d'être très courte. Vous avez parlé de la mise en place d'une monnaie parallèle, d'éventuellement un euroscepticisme. Quand on voit la façon dont ça s'est passé en Grèce, où en appliquant l'austérité, ils ont amené la Grèce dans une situation catastrophique, est-ce que l'Italie, elle a d'autres choix que de sortir de ce contexte imposé par l'Union européenne? En d'autres termes, est-ce que c'est pas aussi un peu leur plan A, avec éventuellement l'idée d'un plan B plus tard? Si je peux répondre sur l'euro... Juste cette idée que est-ce que l'Europe n'est quand même pas... Le mode de fonctionnement de l'Europe n'est pas à l'origine de ce qui se passe. En Grèce, c'était par la gauche, en Italie, c'est par la droite, et je regrette totalement cette évolution. Mais on peut se poser cette... Allez, je propose qu'on s'arrête là pour qu'ils aient un peu de temps pour... je suis vraiment désolé pour ceux qu'on n'a pas pu prendre la question, mais il faut leur laisser un peu de temps pour répondre. Alors, je vais répondre rapidement sur l'euro. C'est la question qui est un peu revenue de façon générale. Je suis d'accord avec toi hein, là-dessus, sur le fait que... En fait, le truc, c'est qu'il faut vraiment... Si j'ai insisté sur l'ambiguïté tout à l'heure, c'est qu'ils font tout à la fois, et ils peuvent très bien dire devant les plateaux télé ouais, on est contre la sortie de l'euro, et en même temps ils mettent les plus gros économistes anti-euro à des postes clés. Donc c'est un petit peu, et ça a été vu par les marchés quand ils ont nommé à la présidence des commissions du Sénat et de l'Assemblée ces économistes-là, le spread a augmenté, et les marchés ont perçu ça comme un mauvais signal. Et Savona, quand il parle de son projet de sortie de l'euro, il dit qu'il faut développer un plan secret. Tria, dont tu parles, qui est ministre des Finances, sa position est fragile. Il a subi des attaques de Di Maio et de Salvini, et c'était un petit peu l'homme demandé pour rassurer les marchés. Donc c'est très compliqué de dire ce qui va être fait. Et la question qui a été posée là-bas, sur le plan A, plan B, hein, si j'ai bien compris, moi, pour l'instant, mon hypothèse, c'est qu'ils envoient des signaux pour dire... Bon, quand même, nous, on n'est pas la Grèce, on est l'Italie, on est la 3e économie de la zone euro. On a une batterie d'économistes et une banque d'Italie, la Banque centrale italienne, l'ex-banque centrale italienne, qui est un repère d'eurosceptiques qui a publié beaucoup sur ce sujet. On est prêt éventuellement à sortir, même si pour l'instant on ne le dira pas parce qu'on ne fera pas paniquer les marchés, pour obtenir un compromis honorable avec, par exemple, une exonération, un opt-out sur les règles budgétaires. Ou au moins une autorisation de dépenses dans certains domaines, etc. etc. Donc il faut monter le rapport de force sur ces questions-là, je pense, en maintenant l'ambiguïté exprès pour essayer d'obtenir des choses. La question, c'est est-ce qu'ils vont les obtenir ? Et du coup, la question de la responsabilité de l'Europe se pose aussi, parce que autant sur la question migratoire, la politique du gouvernement italien est évidemment totalement condamnable, mais la nôtre aussi, dans la mesure où il n'y a pas de solidarité européenne sur l'accueil des migrants, et ça favorise énormément le sentiment des Italiens qui sont abandonnés, ce qui permet aussi à ces forces de capter ce sentiment-là. Mais d'autre part, sur la question économique, moi, je compte le pacte budgétaire aussi, donc je ne vais pas pleurer s'il explose en vol, ce pacte budgétaire. Après, si c'est pour faire la flat tax, c'est sûr que ça n'a pas grand intérêt. Par contre, le revenu de citoyenneté, bon, je ne suis pas spécialement pro-revenu de citoyenneté, mais c'est clair que pour les Italiens du Sud, 780 € par mois, c'est le montant qu'ils ont annoncé, c'est beaucoup. Donc voilà, c'est très compliqué
de savoir ce qui va se passer. Mais effectivement, il y a une responsabilité de l'Europe. Et là, je vais laisser Linda parler éventuellement sur le risque fasciste. Mais s'il n'y a rien qui est fait au niveau européen, si l'Europe ne change pas, si ses règles de fonctionnement ne changent pas et s'il n'y a pas de politique sociale beaucoup plus affirmée, c'est clair que tous ceux qui capteront la colère, voilà, ils surferont dessus et cette colère va continuer à augmenter. D'autre part, il y a une responsabilité de la gauche italienne qui a été évoquée tout à l'heure. On a évoqué rapidement la gauche italienne, mais la gauche italienne est la pire du continent. Je veux dire, c'est une catastrophe totale. Sur le plan stratégique, sur le plan politique, Renzi est en train d'entraîner par le fond le Parti démocrate. Bon, je ne sais pas si on doit forcément pleurer. Il n'y a pas que des gens idiots au Parti démocrate. Mais, et à côté de ça, il y a des petites formations qui existantes étaient soit trop ancrées dans les institutions et liées au Parti démocrate, incapables de se détacher et de mettre en œuvre une vraie stratégie. Je pense à Liberi Uguali, ils ont mis en avant un magistrat, mais avec très peu de charisme. Bon, voilà, ils n'ont pas été capables de construire une stratégie. Et en même temps, après, il y a une petite formation Potella al Popolo, mais qui fait 1% et qui est plutôt issue de la gauche extra-institutionnelle, avec une difficulté quand même à toucher l'ensemble de la population italienne, je pense, même si pour l'instant c'est un mouvement en gestation et on verra son évolution ultérieure. Mais effectivement, quand les forces, on peut qualifier de progressistes, captent pas ce moment un petit peu destituant pour le traduire de façon positive, il y a un risque derrière. Après, si la coalition, il est aussi possible que la coalition explose et que 5 étoiles s'allie avec le PD. Tout peut arriver en Italie. Fico, qui est président de la Chambre, milite pour une alliance avec le PD. Mais le blocage, c'est Renzi aussi. Donc voilà, on ne sait pas ce qui peut arriver. Tout peut arriver. On peut découvrir qu'il y a des choses sur Salvini. Et après, effectivement, il y a un risque en Italie. Il y a un risque et en même temps, le débat doit se porter, à mon avis, au niveau européen pour savoir qu'est-ce qu'on fait pour ces pays qui sont en train d'être entraînés par le fond et qui réagissent de façon incontrôlable. Merci. Donc, moi, je vais ajouter quelques mots sur la dérive fasciste qui a été évoquée dans les questions. Est-ce qu'il y a vraiment un risque aujourd'hui en Italie ? Là, j'aimerais revenir un peu sur ce qui s'est passé pendant les élections, toute la campagne avant les élections du 4 mars, parce que c'était en fait ce qui était frappant pour tous les Italiens durant ces élections, ça a quand même été la dérive fasciste de la Ligue. Vous vous souvenez tous de l'épisode de Macerata, avec cette jeune femme qui a été violée par 3 Nigériens et la répression qui s'en est suivie, cet ancien candidat de la Ligue qui a pris une arme et qui a été tiré sur des gens de couleur dans la ville. Il a tiré également sur le siège du Parti démocrate. Donc c'est quand même le signe d'une dérive importante. Et la réaction de Matteo Salvini face à ces événements, donc ça l'a beaucoup... moi j'ai vu sa déclaration, ça l'a quand même beaucoup affecté. Mais en fait, il a dit que ce n'était pas étonnant qu'on en arrive là. Et les élus de la Ligue, moi, que j'ai fréquenté, n'auraient jamais fait un discours de ce type, en fait. Ils se seraient tout de suite dissociés d'un geste comme celui-ci. Ça n'a pas été le cas de Matteo Salvini. Donc ça prouve qu'il y a quelque chose. Là, on est passé au-delà de quelque chose. Comme je vous le disais, au niveau des discours xénophobes, racistes, il y a des barrières qui sont tombées. Même à gauche, en fait, on critique de plus en plus l'angélisme de certains discours. Donc il y a de ce point de vue-là des inquiétudes à avoir, c'est certain. Mais en même temps, comme on l'a vu, les institutions italiennes sont capables de tenir. Dans le cadre de ce système parlementaire, en fait, les gens continuent à dialoguer entre eux. À un moment donné, Giuseppe Conte ou Luigi Di Maio peuvent dire non à certains excès de la Ligue du Nord. Donc le fait qu'ils aient formé cette coalition un peu contre nature, ça peut aussi fonctionner pour ça, parce qu'il y a des contrepoids. Donc il faut voir comment ça va évoluer dans les prochains mois. Donc je vais m'arrêter là-dessus. Bon, je pense qu'on peut remercier nos intervenants. Je m'excuse pour toutes celles et ceux qui voulaient poser des questions. Je sais qu'il y en avait beaucoup qui n'ont pas pu le faire. Vous allez pouvoir après venir discuter. Je vais juste, si je peux me permettre de conclure la conférence avant qu'on rentre dans une discussion, si c'est possible. Merci. Oui, vous poserez votre question. Je veux juste vous rappeler que la conférence sur les villes rebelles en Europe, je ne sais pas si vous l'avez bien vu, qui était prévue demain matin à 9h30, en fait, aura lieu ce soir à 19h30. Voilà, que c'est marqué un peu partout. Ça va être annoncé dans chaque conférence, mais j'en profite pour le refaire pour des raisons
de disponibilité du père de la personne qui est venu, le maire de Saragosse, Pedro Santis TV. Voilà. Merci beaucoup pour votre... Et demain, ça commence donc à 10h30 et pas avant. Voilà. Merci beaucoup pour votre intérêt et bonne suite de vos travaux.